Dans cette vidéo, on va regarder la possibilité qu'a une fonction d'en appeler une autre lors de son exécution, qui elle-même peut en appeler une ou plusieurs autres. Donc, dans le code que j'ai écrit ici, on a donc un ensemble de 4 fonctions. Alors, on pourra remarquer que ces fonctions sont écrites dans la partie supérieure de la cellule. C'est peut-être la pratique la plus claire. Et puis, en dessous viennent l'appel ou les appels. Donc la particularité de ce code, c'est que donc on a ces fonctions et puis en dessous on a un appel de f et f va déclencher l'appel de g qui lui-même va déclencher l'appel de h et l'appel de k. Donc je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on va examiner ça dans l'outil de visualisation de Python Tutor, mais simplement chaque fonction, quand elle va être visitée entre guillemets, va laisser une trace de son exécution en affichant un message print g, print h, print k. Donc je vais exécuter la cellule pour qu'on voit comment ça marche. Donc on a h qui a laissé une trace de sa visite ici, c'est là que c'est exécuté et c'est là que ça apparaît dans l'affichage. De même pour K, qui a été visité donc ici, et pour G, qui a laissé une trace là. Bien, maintenant on va regarder ce code dans l'outil de visualisation en ligne. Donc je copie le code, et je vais sur le site, voilà. Donc je suis bien en Python version 3, je colle le code. Et donc c'est un outil que j'ai déjà montré dans des vidéos précédentes. Et je clique sur l'outil de visualisation. Donc voilà, ici donc on a le code et avec la flèche on va avoir la position d'exécution du code. Et à droite on va avoir l'état de la mémoire. Alors je vais peut-être baisser, dézoomer un petit peu donc ici pour qu'on puisse voir, voilà, qu'on puisse voir le bouton de progression. Voilà. Donc, on y va. Je déclenche l'exécution. Pour l'instant, le code est ici. Donc, on avait déjà vu ce processus. Le début ne fait que déclarer, entre guillemets, ou que reconnaître les fonctions en tant que portion de code sans exécuter le corps de la fonction. Donc, ça déclare, en quelque sorte, f, G, H et K. Et là, donc, on entre dans la partie véritablement exécutable. Donc, on a une variable A qui est déclarée. On affiche donc A qu'on voit dans le rectangle. Et maintenant commence l'appel de F, avec A comme argument. Donc, on va monter ici. Je lance l'exécution. Et donc, on a un premier appel de F avec l'argument qui vaut 42. On va entrer dans la fonction, et comme on peut le voir ici, la fonction g elle-même va être appelée, et par conséquent ça veut dire que f ne va pas immédiatement renvoyer sa valeur. Il faut d'abord que g s'exécute. Donc je poursuis l'exécution, et on voit qu'on est passé dans g, avec comme paramètre pour x, 42. Je continue, donc j'entre dans le corps de la fonction g, et on se rend compte en lisant la ligne 5, que G va déclencher un appel de H, et une fois que cet appel de H sera exécuté, il y aura un appel de K. Et donc la ligne qui est là ne sera pas exécutée tant que ces deux appels ne seront pas terminés. Donc je poursuis, le code donc passe de la ligne 5 à la ligne 9, et donc le code est en attente au niveau de la ligne 5. On voit qu'il y a un appel de H avec le paramètre, l'argument 42. Donc H commence à s'exécuter. Une variable Z va être créée qui va donc valoir 42 et 4 et 2, ça fait 44. Un affichage va avoir lieu, qu'on va lire ici, dans le rectangle. Donc on lit H 44. Et enfin, H va renvoyer sa valeur à la zone appelante, donc va renvoyer sa valeur ici. Donc je poursuis, donc là c'est la préparation du retour, et on revient donc ici. On est là, ensuite le code d'exécution de G est passé à l'addition, et maintenant l'appel de K est lancé, toujours avec x égale 42, comme on le voit ici.
Donc, on va arriver là, et la fonction k va s'exécuter avec x égale 42. Ça va définir une variable z qui vaut donc 42 et 3, 45. Un affichage qu'on voit dans le petit rectangle. Et enfin, préparation du retour vers donc, la zone à plante qui est ici. Donc, G va finir par calculer Z. Il y a 45 dedans, je crois qu'il y avait 44 pour h de x. Ça va donc faire 89. Je continue, et voilà. Donc, Z vaut 89. Cette ligne a été exécutée, et on arrive ici. Donc, l'affichage qu'on voit dans le rectangle, et enfin, le return de G qui va nous ramener à la zone à plante, c'est-à-dire à la ligne 2. Voilà, donc préparation du retour avec 89. Ça va donc faire 89 multiplié par 10. Je poursuis. Et donc, on arrive à 890 qui va être renvoyé à la zone à plante, c'est-à-dire la zone à plante pour f, c'est ici. Et donc là, on est presque à la fin du code, de l'exécution du code. Et donc finalement, on arrive à la fin et le print f de a, c'est donc le print de 890. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour montrer un phénomène. Alors là, je suis revenu tout au début, donc je vais avancer rapidement. Et je vais montrer l'empilement des appels. Donc là, on a un premier appel. En fait, il y en a un qui n'apparaît pas. Je suis ici, enfin, j'étais ici. Donc, print, en fait, est appelé. Et au cours de l'appel de print, il y a la fonction f qui va être appelée. La fonction f est ici. Donc, en fait, ça fait une deuxième fonction dans la pile. Ici, on n'en voit qu'une, donc celle de f qui est en cours d'exécution. Et puis, l'appel de f va déclencher un appel de g, donc la pile des appels va augmenter d'une unité. Et à nouveau, l'appel de g déclenche l'appel de la fonction h. Donc, il y a 3 fonctions visibles dans la pile d'appel. Et après, cette pile va évoluer. Donc, maintenant, la fonction donc, h est apparue dans la pile d'appel. Voilà, la fonction k maintenant, la fonction h a disparu. Et ensuite, la pile va diminuer. Donc, elle diminue d'une unité, puis elle va encore diminuer. Et enfin, elle va ne plus rien contenir à la fin de l'exécution.